Bonjour à tous. Déjà, ça me fait plaisir de participer à ce meet-up. Merci pour l'invitation. C'est cool d'organiser des événements comme ça. Même la table ronde aussi, c'était super. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de JSON-LD, du SEO, pardon, et en fait, très peu de Silus. Pour être honnête, en vrai, il va y avoir 2 slides sur Silus. Mais le truc, c'est que ces sujets-là qu'on va aborder, JSON-LD, SEO, etc., c'est des sujets qui sont trop peu connus à mon goût, et vous allez voir que ça va vous aider pour vos sites e-commerce et même pour vos sites en règle générale. Et on va essayer d'élargir un petit peu le sujet. Donc j'ai mis Silius parce que sinon j'aurais pas été invité. Mais en gros, voilà. Désolé. Ok, on va commencer par un premier petit exercice. Là, on a du JSON. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce que représente ce JSON? Pogo stick, ça veut dire bâton sauteur en anglais, si jamais. On dirait un produit, ouais, carrément. On dirait un produit, ça a le nom d'un produit, ça a la description d'un produit, et du coup, on pourrait imaginer que valeur, c'est le prix du produit. Et on espère en centimes, sinon, on se fait complètement arnaquer. Donc, effectivement, un produit. Ok, deuxième exercice, on a ce JSON. Est-ce que ça ressemble à un produit? Plus du tout, hein. Cette fois-ci, on est sur autre chose. On est sur un paramètre. Là, on est sur le volume, donc un paramètre de gestion de la force d'un son. Et cette fois-ci, la valeur, c'est la force du son. Bon, bah là, on voit un problème déjà. C'est qu'on se retrouve ici avec 2 réponses JSON qui finalement, en termes de structure, sont complètement identiques. Et c'est seulement en analysant le contenu de ces réponses qu'on va être capable, nous humains, de détecter si on a affaire à un produit ou à un paramètre. Mais une machine, la plupart du temps, elle ne sait pas interpréter le contenu d'une chaîne de caractères. Alors elle sait un peu le faire, d'ailleurs le 6 juillet je serai à Paris pour en parler au Meetup Elasticsearch, elle peut le faire mais c'est très coûteux. Donc on évite de le faire. Voilà. Et sans ça, voilà, elle est aveugle. Pour elle, elle traite soit avec 2 produits, soit avec 2 paramètres, soit avec n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire à la machine vu qu'on le sait. Donc on pourrait tout à fait décider d'ajouter un nouveau champ, type, qui justement contient le type de la réponse auquel on va avoir affaire. Donc un produit, un paramètre, et ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais à nouveau, on pourrait avoir un petit problème. À vrai dire, le type, ça pourrait être quelque chose qui existait déjà dans le produit. Imaginons, je l'ai noté parce que j'ai oublié, voilà, on pourrait avoir le type pour le produit qui pourrait dire ce produit il est virtuel ou ce produit il est physique. Et là, à ce moment-là, type, comme on l'avait écrit auparavant, il rentrerait en collision avec le type qu'on a voulu. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, voilà, on va définir une convention et on va dire tout ce qui est un peu spécial, on va mettre un arrobas devant, arrobas type. Donc ce qu'on vient de faire là ensemble, en partant de constats franchement vraiment simples, c'est d'ajouter de la donnée autour de la donnée. On a rajouté de la métadonnée. Et cette métadonnée, en fait, elle va décrire, pour nous ou même pour les autres machines, elle va décrire la donnée avec laquelle on a, pour ajouter du sens. Et donc, cette métadonnée, elle va pouvoir être consommée par des machines pour l'interpréter et donc améliorer l'interopérabilité, c'est très dur à dire et je vais le dire souvent en plus, entre les différents systèmes. Et c'est cette interopérabilité dont on va parler ensemble aujourd'hui grâce au JSON-LD, etc. Donc j'en profite pour me présenter rapidement. Je m'appelle Mathias Arlot, je suis développeur expert PHP chez les Tilleuls. En gros, je fais beaucoup d'open source, je travaille beaucoup sur Symfony API Platform. Si vous servez de Symfony depuis la version, je sais pas, 5.2, 5.3, il y a de grandes chances que vous serviez des choses que j'ai fait, donc je suis assez fier. Voilà, je fais pas mal de talks. Vous pouvez retrouver mon travail sur GitHub ou me contacter sur Twitter, bref, les trucs un petit peu classiques. Et comme on va faire beaucoup de théorie, et heureusement les portes sont fermées, bienvenue en cours, je me suis mis des petites lunettes de professeur. Alors, allons-y, on y va pour la théorie. On va parler donc de JSON-LD. Et donc on va reprendre notre problématique de bâton sauteur. Donc on a la donnée, mais on a peu d'informations dessus. Et donc le JSON-LD, en fait, c'est ça. C'est juste qu'on a rajouté autour de notre donnée, donc name, description and value, de la métadonnée. Mais on l'a standardisé. Finalement, JSON-LD, c'est pour JSON Linked Data, et c'est un standard, un format standard pour rédiger cette métadonnée. Donc ici, on voit qu'on a un @id qui est l'identifiant de notre ressource, parce qu'au final, on a une ressource ici. On a @type qui, donc c'est un produit qui définit le type
de la ressource. Et puis, on a dans arrobas context, on peut avoir plein de choses. Là, en l'occurrence, notre arrobas context, il est là pour carrément définir le type de nos propriétés. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, où on voit que valeur, value, on dit que bah non, c'est pas juste une valeur de n'importe quoi, c'est un prix. Voilà. Donc c'est super intéressant. C'est même encore plus intéressant parce qu'on va pouvoir faire des liens. Regardez, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le @id, @type, on avait aussi dans le @context, qu'on avait, c'était des URL, une sorte d'URL comme on pourrait taper dans notre navigateur web. En vrai, c'est plus que des URL, c'est des IRI, pour Internationalized Resource Identifier. Ce truc-là, en fait, un IRI, c'est un lien unique au travers de l'Internet tout entier, tout l'Internet carrément, vers une ressource. Et donc, ça va nous permettre, avec ces liens-là, donc on a Country of Assembly, en fait, c'est un autre IRI qui pointe vers une autre ressource disponible sur Internet. Et ça va permettre de interconnecter nos ressources et donc de créer un maillage. En d'autres termes, on va pouvoir passer d'un Internet comme on le connaît, des pages, où en fait un utilisateur va cliquer sur différents liens pour passer de page en page, à un Internet de la donnée, où cette fois-ci, ce seront des machines qui vont pouvoir aller de ressource en ressource en suivant des liens. Donc ça, c'est un peu le nouveau web. Et d'ailleurs, justement, le W3C, il utilise le terme de web sémantique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, pour définir justement cette base de données globale, universelle, interconnectée, etc. Voilà, le fait que c'est navigable par les machines elles-mêmes. Donc le W3C rapidement, c'est pour World Wide Web Consortium. C'est un collectif créé en 1994 par Tim Berners-Lee. Et en gros, c'est le créateur des standards JSON-LD, justement, RDF, dont on va parler un petit peu plus tard, mais aussi des standards que vous connaissez un peu plus, type HTML, CSS, SVG, SOAP, malheureusement, etc., etc. Alors, d'ailleurs, il y a une citation de Tim Berners-Lee. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est grosso modo le papa de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il a justement dit que les pages web étaient designées pour les personnes, mais pour le sémantique web, il va falloir se pencher sur la base de données. Sous-entendu, plutôt pour créer en fait un Internet de la donnée plutôt qu'un Internet des pages. Alors voilà, j'ai déjà été pas mal pompeux, et pour pas que vous vous ennuyiez trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct voir les avantages de ce qu'on va apprendre. Voilà, petit break. Donc, les avantages déjà au niveau du business. Eh ben, les moteurs de recherche, je vous l'apprends pas, n'importe lesquels, ils aiment la donnée, et ils aiment la donnée qu'ils comprennent. Et de cette manière, ils vont pouvoir l'afficher de manière plus efficiente. On y reviendra un petit peu plus tard. Je pense notamment au Google Rich Snippet, etc. Et donc, bah forcément, il va préférer votre site s'il expose de la donnée de la manière dont il comprend par rapport à un autre. Donc, vous allez être un peu plus haut en ranking, un peu plus visible, etc. Donc, plus de trafic et plus de ventes potentielles. Donc, c'est cool. Et puis, de la même manière, si on anticipe, le fait d'avoir de la donnée structurée, ça va favoriser l'interopérabilité. Et donc, si directement on embrasse cet état d'esprit de favoriser l'interopérabilité entre les systèmes, eh ben, ça va coûter moins cher plus tard quand on va devoir intégrer des systèmes externes, parce que ça arrivera. Et vu que c'est anticipé, ce sera beaucoup moins cher. Et donc, vous avez moins de coûts, et c'est donc aussi, c'est cool. Il y a d'autres avantages. Cette fois-ci, on va élargir un petit peu le sujet, mais d'un point de vue éthique. Aujourd'hui, en vrai, la donnée, je vous apprends rien, c'est un peu le nouvel or. Et puis, les Google et les Facebook, de nos jours, franchement, c'est eux qui possèdent malheureusement la grande majorité de cette donnée qu'on crée collectivement, qu'on crée tous ensemble depuis le web, entre guillemets, 2.0. Et en plus, c'est compliqué pour nous de récupérer cette donnée qui nous appartient. Elle est vraiment stockée sous forme de silos, en fait. Et donc, si on applique ce qu'on va voir, en fait, on va pouvoir proposer une sorte de base de données publique, partagée et universelle. Et donc, ce qui va se passer, mécaniquement, c'est que déjà, on va donner un coup de boost à l'innovation du secteur, parce que tout le monde aura accès à un volume de données juste gigantesque. Ça, c'est une première chose. Et puis, on va améliorer l'égalité en termes d'opportunités de créer de business, parce que tout le monde aura accès au même jeu de données immense, collaboratif. Et voilà. Donc, c'est deux points qui sont cool et qu'il ne faut pas négliger, parce que nous, en tant qu'ingénieurs, mine de rien, avec des tout petits choix techniques comme ça, on a un gros impact, et ça, il ne faut pas l'oublier. Je range mes violons, on revient à la technique. Alors, on va reparler du web sémantique et on va voir comment il est implémenté. Alors, le web sémantique, en gros, c'est basé sur ce qu'on appelle le RDF. RDF, c'est pour Resource Definition Framework. Je ne vais pas vous lire ça, mais en gros, c'est une syntaxe qui permet de modéliser
de la donnée. Voilà, on va pouvoir décrire notre donnée en fait. Et pour ça, on va le faire, on va créer des graphes, d'accord? Et ces graphes, ils vont être composés de triplets. Et un triplet, c'est un sujet, un prédicat, un objet. Vous allez voir, on va détailler un petit peu tout ça. Et que ce soit ces sujets, prédicats ou objets, ça va être soit des iris, comme on les a vus au préalable, soit des valeurs, soit des scalaires, en gros. Donc, on a ici un petit exemple d'un triplet. Sujet, prédicat, objet. Le sujet, ça pourrait être le Stade Toulousain. Voilà. Prédicat, on va mettre ville. Voilà. Club, n'importe quoi. Club, voilà. Club. Et du coup, en objet, on pourrait mettre Toulouse. Et avec ce triplet-là, on va pouvoir donner le sens que le Stade Toulousain fait partie de la ville de... le club de la ville de Toulouse. Voilà, je me suis un peu embrouillé. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, l'objet du triplet précédent peut tout à fait devenir le sujet d'un autre triplet. Donc là, on pourrait dire objet, l'objet c'était Toulouse, ça redeviendrait le sujet, donc on pourrait cette fois-ci faire Toulouse et on mettrait quelque chose comme pays et France. Bref, voilà. Donc là, on saurait finalement, par transitivité, que le Stade Toulousain fait partie de la France. Un truc comme ça. Donc c'est cool. Donc, tout ça, finalement, le fait de pouvoir interconnecter nos triplets, ça crée un maillage. Et c'est parfait pour ce qu'on a vu auparavant, ce maillage, en fait. Et en effet, on va pouvoir passer, par exemple, de A à H par différents prédicats. Et c'est comme ça qu'on interconnecte la donnée, et surtout on interconnecte juste pas avec des ID et des clés étrangères, non, en termes de sens, cette fois-ci. Et ça, c'est super intéressant pour les machines. Alors, un exemple, parce que quand même, je sais pas si vous connaissez le bar chez Tonton. Merci pour l'exemple. Alors, voilà, typiquement, on voit tous les liens. Chez Tonton, c'est un sujet. Le prédicat ville, Toulouse, voilà, c'est le sujet. Voilà. Donc on sait que chez Tonton fait partie de la ville de Toulouse. Mais Toulouse fait partie de la France. On a compris avec sujet, prédicat, objet. Et on peut mettre plusieurs triplets attachés au même sujet. On sait que chez Tonton, on peut boire du pastis. Voilà, des maîtres de pastis, en l'occurrence. Donc, ok. Donc ça, c'est une manière de représenter du RDF. C'est une manière qui nous va bien, nous humains, parce que c'est un graphe, on voit les chemins, on prend les chemins qu'on veut, etc., etc. Mais il en existe plein d'autres. En voilà une autre. Donc on peut aussi représenter du RDF en listant les différents triplets. En fait, ça a la même valeur, on a la même quantité d'informations. C'est juste qu'on les liste comme ça. On a les trois mêmes prédicats qu'on a vu, trois mêmes triplets qu'on a vu avant. C'est juste que voilà, on peut juste définir le point d'entrée de l'arbre, mais ça c'est autre chose. Et ça, cette manière, c'est cool parce qu'on va pouvoir le stocker facilement dans un CSV, dans une table d'un SDBD relationnel, dans un tableau, j'en sais rien. Voilà. C'est une autre manière de représenter du RDF. Troisième manière de représenter du RDF, on peut le mettre dans du JSON. Et là, vous devez reconnaître quelque chose dont j'ai parlé au début, du JSON LD. Et ouais, en fait, le JSON LD, c'est quoi? C'est juste une manière de représenter du RDF, en se servant du JSON, en fait, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en gros, en d'autres termes, JSON LD, c'est un format de sérialisation, parmi tant d'autres, du RDF. Et ce qui est cool, c'est que non seulement il arrive à représenter les triplets, on va pouvoir les lire si vous voulez après, mais il a aussi de la donnée en elle-même. Donc c'est vachement cool. Là, typiquement, on peut retrouver que chez Tonton, voilà, il a le sujet, c'est City, et puis on a l'objet qui est Toulouse. Donc c'est une manière un peu moins visuelle, mais finalement, on a la même quantité d'informations. Tout petit aparté, dans @contexte, on peut donc non seulement définir le type des propriétés comme on a fait, mais on peut aussi faire, on peut définir des préfixes. Si on a la flemme de taper schema.org tout le temps, voilà, on peut faire comme ça. C'est un tout petit aparté, voilà. Ok, donc on a vu que on avait des trucs comme ville, comme vent, comme des pays, tout ça. Donc ça, c'est un dictionnaire de vocabulaire en termes de sens. Ça porte un nom, c'est une ontologie. Voilà. Donc en gros, une ontologie, c'est un dictionnaire de liens, de concepts qui permet de donner de l'information autour des liens qu'on va pouvoir avoir. Donc il en existe un grand nombre, là je vous en ai listé quelques-uns. Donc il y a OWL qui est maintenu par le W3C, il y a Friend of a Friend, Schema.org, DBpedia, qui est la version structurée de Wikipédia, donc il y a plein de choses.
Vous pouvez bien entendu créer votre propre ontologie. Seulement, je ne vous le recommande pas parce que le but du jeu, depuis le départ, c'est de faire de l'interopérabilité. Donc autant se resservir des dictionnaires, des ontologies qui sont entre guillemets trustées par tout le monde. Et comme ça, toutes les machines parlent le même langage parce qu'elles utilisent le même dictionnaire. Si vous êtes le seul à parler espagnol, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est cool. Donc on a un exemple sur schema.org de définition de produit. Et c'est un autre avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête aussi pour nommer vos propriétés. Il y a des gens qui se sont cassés la tête pour ça, avant vous. Réutilisez-en. Typiquement, brand, on serait tous un petit peu tombés sur brand, mais sur ce qui était l'évaluation, on a aggregate rating, ça a du sens, etc. Les gens, ils ont planché dessus. Voilà. D'ailleurs, API Platform va même plus loin. Il faut savoir qu'API Platform, c'est non seulement un truc d'API, mais c'est aussi une distribution. Elle a d'autres outils. Et il y a un truc qui s'appelle Schema Generator, où typiquement, vous définissez juste à base de RDF, enfin voilà, de type sur schema.core ce que vous voulez, et puis il vous génère vos entités PHP à la volée. Parce qu'on a du lien, en fait, finalement, 1-1. Donc voilà. Donc plus besoin de réfléchir. Ça aussi, c'est un autre avantage que j'aurais dû lister. Bref. L'idée derrière le web sémantique, comme on a dit, c'est d'améliorer l'interopérabilité, de faire en sorte que les machines parlent le même langage. Et justement, grâce à ça, on va faire en sorte que notre site internet parle le même langage que les moteurs de recherche. Google, Bing, tout ce que vous voulez. Et vu qu'on parle la même langue que les moteurs de recherche, ils vont pouvoir comprendre votre donnée et afficher les choses correctement en conséquence. J'imagine que ce genre d'image vous est pas inconnu. Et bien oui, justement, ici, ça peut être un produit qu'on va avoir sur la liste des résultats, et donc on aura le lien vers le produit, mais on aura aussi son évaluation, son prix, est-ce qu'il est en stock, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière? En vrai, c'est peut-être juste magique, il fait quoi? Il y a un robot qui parse le HTML ou quoi? Non, pas du tout. En vrai, ils sont plus flemmards que ça, les moteurs de recherche. Ben justement, ce qu'il y a derrière, cette information plus supplémentaire, c'est du JSON-LD. En fait, ça, vous pouvez le faire dès maintenant, dès aujourd'hui, sur votre site internet. Il suffit, en fait, de rajouter dans les balises head une balise script de type application LD plus JSON, donc du JSON LD en gros, et de définir de manière structurée les informations de votre produit en l'occurrence, tout simplement. Donc ici, voilà, je dis que j'ai un produit, je définis son nom, son image, sa description, de quelle marque. On peut même du coup mettre le aggregate rating pour avoir les étoiles, on peut tricher, et puis on peut définir son prix, etc., etc. C'est aussi simple que ça, en fait. Et c'est super cool, c'est ultra puissant. Et d'ailleurs, là, c'est parce que c'est du e-commerce que je dis ça, mais il y a plein d'autres exemples. Ça marche aussi pour les vidéos. Les vidéos que vous voyez sur les résultats, c'est la même chose. On donne l'URL de la vidéo, sa description, combien de temps elle dure, combien de fois elle a été vue, est-ce qu'elle est en live, depuis quand, jusqu'à quand. Là, par exemple, on est en live, on ne sait pas jusqu'à quand, mais c'est le même genre d'information. Ça dépend si je dépasse le timer, mais... Voilà, toutes ces informations-là, allez inspecter les sites et vous verrez que vous avez ce genre d'informations. Petit aparté pour les développeurs, ça aussi. Ce genre de questions, Stack Overflow, vous n'avez pas besoin de cliquer. Et même juste en lisant le début, c'est ultra intéressant. Ça, c'est la même chose. Stack Overflow, il met dans son head directement l'information structurée. La question, le nombre de upvotes, la réponse acceptée, les réponses qui ont été suggérées, etc., etc. Donc en vrai, c'est ultra puissant, il faut en user, en abuser. C'est vraiment cool. Pardon. Et ça marche aussi pour les emails. Ça aussi, j'imagine que vous l'avez déjà vu dans Gmail ou autre. Et c'est la même chose, parce que votre email finalement c'est du HTML. Et pareil, balise head, et donc on a une flight reservation. Voilà, je ne vais pas m'épancher plus, mais sachez que ça marche aussi pour les emails. Autre chose qui est intéressant et qui est pas trop faible, je trouve, sur les sites de e-commerce, mais il est possible aussi de définir de l'information structurée quant au statut de la commande et au statut de livraison, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, je pense, pour aller un petit peu plus loin. Ok, donc là, on a tous envie de le faire. En vrai, on est trop content, on se dit qu'on va booster la visibilité de notre site et puis on va avoir beaucoup plus de trafic, beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de tout, c'est top. Mais maintenant, comment on fait? Comment on fait avec les outils qu'on connaît, avec API Platform, avec Symfony, avec Silus? Alors, avec API Platform, en fait, il n'y a presque rien à faire. Petite anecdote, quelqu'un connaît l'ancien nom d'API Platform? Le tout premier nom? Ouais, toi tu sais. Hein.
Avant, ça s'appelait le Dunglass. Donc, il a été créé par Kevin Dunglass, d'accord. Avant, ça s'appelait le Dunglass JSON-LD API Bundle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Il était vraiment juste designé pour faire des API en JSON-LD, tout simplement. Après, c'était un peu long, donc ils l'ont renommé. C'était pas si pire comme idée. En tout cas, pour API Platform, ça marche out of the box. Il suffit de définir donc sur vos ressources API ou bien sur vos propriétés les types RDF, tout simplement. Et ça peut venir de n'importe où. Là, ici, voilà, notre offer, on dit que c'est une offer. Et puis rating, normalement, ça s'appelle pas rating, ça s'appelle aggregate rating, mais on peut mettre un user review de DPPA. On peut faire ce qu'on veut. De toute façon, c'est de l'information qui est partagée et la machine elle est capable de l'interpréter. Ça, c'est super. Et donc API Platform, quand il va lire ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va populate. Tiens, si vous servez d'API Platform, sachez que ça, c'est une vraie URL. Hein. Vous pouvez aller voir /API, /context, /offer. Et vous aurez une réponse JSON-LD qui va justement... En fait, c'est le truc contexte qu'on a vu tout à l'heure ensemble, qui contient les raccourcis, le nom des propriétés, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'il va faire API Platform, c'est qu'il va lire les types pour populate correctement le arrobas contexte. Et comme ça, votre réponse de base, elle est plutôt tranquille. Donc, bonne nouvelle, API Platform, franchement, presque rien à faire. Pour Silius maintenant. Aïe, 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 aïe. Pas grand-chose, malheureusement, pour Silius. En fait, il existe des plugins, il existe des bundles, mais rien dans le core, pour l'instant. Ou du moins, ouais, pas grand-chose. Ça a déjà été commencé, mais pas beaucoup. Mais bonne nouvelle, en vrai, c'est à vous de jouer maintenant. En fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. On a parlé du futur de Silius. Le futur de Silius, c'est à la fois la core team, mais c'est aussi les contributeurs. C'est tout le monde. Et moi, je pense... Donc, on listait les améliorations. Vous listiez la liste au Père Noël. Je me permets de rajouter un vœu pour Papa Noël. C'est ça, en fait. Parce que, voilà, on va imaginer ce qu'on pourrait rajouter. Et comment on peut faire? Déjà, première étape, comme c'est simple, je vous l'ai dit, c'est simple de le faire avec API Platform, eh ben allons-y. Silius, il utilise des ressources API Platform, rajoutons les types RDF. Ça, c'est un easy pick, hein. N'importe qui peut le faire, c'est pas compliqué, mais ça va ouvrir des portes à beaucoup plus de choses. Parce qu'après, une fois qu'on a ça, on a notre structure JSON-LD qui représente notre produit, et on va pouvoir être en mesure de l'intégrer dynamiquement sur la page produit, sur la page des listings produits. On va pouvoir générer les bons breadcrumbs, on va pouvoir faire plein de choses. Et on va pouvoir même aller un petit peu plus loin. Et comme je disais, il existe, et c'est possible d'utiliser du JSON-LD pour les commandes, pour voir le statut. Ça aussi, on peut aller plus loin. Et je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. En fait, je pense que c'est tout un pan de Silius qu'il faudrait améliorer. Donc voilà, encore une fois, bonne nouvelle, c'est plutôt des easy pick. Il n'y a pas besoin d'être... je sais pas, chercher un nom. Tim Berners-Lee, c'est pour ça. Il n'y a pas besoin d'être lui pour faire ça, c'est sûr. Donc, allez-y, à vous de jouer. Et j'ai même fini un peu en avance, donc on va pouvoir répondre à des questions si vous voulez. Voilà, merci. Merci. Interro. Hein, ok, on a du temps pour les questions. Ouais, là-bas. Bon, on voit l'intérêt pour le SEO. Par contre, j'ai pas saisi où ça se situait. C'est rendu dans le code ou on demande au robot de taper l'API directement pour... Alors, justement, aujourd'hui, ça dépend si tu es en headless ou quoi, mais aujourd'hui, ça, je vais te remontrer l'endroit. Bouge pas. C'est là. Aujourd'hui, tu es obligé de faire ça, en fait. Tu le mets dans ton head directement et le robot, il va le parser. Voilà. Donc, avec du SSR, ça pourrait être fait, mais ouais, tu es obligé. Ok, merci. Il y avait d'autres questions? Levez la main que je vous vois à 3 mètres. Ça vous embouche un coin, hein? Ah, on en était sûr. c'était sûr. Bon professeur. Hein. Pas de questions. Ben, merci pour les explications. Un grand bravo à toi, Mathias. Merci à vous. Merci.